Bonjour, donc aujourd'hui on va attaquer les CSS. Donc les CSS, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est un acronyme pour Cascading Style Sheet, ou en français, feuille de style en cascade. Donc il y a deux mots-clés là-dedans, il y a feuille de style. Donc une feuille de style, c'est un ensemble de règles qui va permettre de définir l'affichage des différents éléments d'un document. Et en cascade, ça sera lié à la façon dont ces règles vont s'appliquer. On aura une notion d'héritage, de propagation dans l'arbre de balise, etc., etc. Donc, CSS, c'est un langage de présentation. Alors, je vous rappelle notre credo, c'est que HTML est un langage de description qui nous sert à structurer un document, à décrire ce document. CSS nous sert à présenter le document, donc langage de présentation. Et enfin, dans la pile des langages du web, il y a JavaScript qui, lui, est un langage de programmation et qui va nous permettre de décrire le document par des réactions à des événements. Alors donc JavaScript ne sera pas étudié dans ce module, il fait l'objet d'un module à part qui est NFA 041. Ok, une petite webographie, donc toujours les liens vers les pages de Mozilla, hein. Je vous rappelle que bien qu'elle soit hébergée par Mozilla, elle parle de tous les navigateurs, c'est la documentation la plus à jour aujourd'hui. Les standards CSS, donc les standards CSS, hein, c'est un gros document qui reprend tous les standards de CSS. Donc il y avait historiquement CSS1, CSS2, CSS3. Là, ils ont tout agrégé dans cette chose-là. C'est d'une lecture très ardue, mais ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil pour voir un petit peu comment c'est fait. Ensuite, les pages de W3 School. Et puis, même si il y en a moins aujourd'hui, on a encore certains problèmes de compatibilité entre navigateurs, hein. Il faut voir que le W3C définit la norme, mais que la norme est pas forcément implantée immédiatement après sa définition. Donc quand on veut utiliser une propriété particulière, il peut être intéressant, quand c'est pas une propriété classique, d'aller regarder si elle est compatible avec les différents navigateurs. Ok, alors voyons maintenant la structure générale d'une feuille de style. Donc une feuille de style, ça sera une suite de règles, d'accord. Et ces règles, elles auront toutes la même forme, elles auront un sélecteur qui dira à quelle partie du document s'applique la règle, et puis une suite de couples propriété-valeur, d'accord. Les propriétés décrivant ce qu'il faut faire, donc par exemple, on aura une propriété couleur qui nous permettra de dire qu'il faut définir une certaine couleur d'écriture, et la valeur, ça sera rouge, vert, bleu, etc. Et on aura tout un tas de propriétés comme ça, on pourra donc associer à un sélecteur. Alors, un petit exemple ici, je vous ai mis une page HTML, ici le CSS qu'on lui a associé, et ici le rendu. Donc on voit que ça change la présentation, il y a des choses en rouge, il y a des choses qui sont décalées, etc. Donc notre page HTML, je vous rappelle, c'est construit avec des balises qui structurent le document, hein. Ici on a la balise ouvrante, body, et la balise fermante body, et là-dedans on a un certain nombre de fils, un titre, un sous-titre, un paragraphe qui contient du texte et puis certains mots mis en évidence, un autre paragraphe, etc. Dans la feuille de style, ici CSS, on sélectionne des bouts, donc on voit qu'on peut sélectionner par le nom de la balise. Donc ici on sélectionne body, ça prend tout le document, et on dit que la couleur, ça sera bleu, et qu'il y aura une marge dans le document de 1 cm. Donc quand on fait ça, ça va s'appliquer à tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a en dessous de body, donc ici tous les H1, etc., vont être en bleu comme couleur d'écriture, sauf si on les redéfinit. Et donc là, c'est ce qu'on fait, on redéfinit pour H1 en disant « Ah, la couleur, maintenant, c'est rouge ». Donc les titres de niveau 1 seront en rouge. Et puis on définit autre chose, la famille de fonte, on y reviendra. Là, on va dire que les titres de H1 et de H2 seront dans une autre couleur, et vous voyez qu'elle est exprimée par un truc un peu illisible, on y reviendra aussi, mais qui nous fera de le ranger. Et on précise une autre propriété, que ça sera aligné au centre, comme on le voit ici. Ok. Ensuite, on arrive à des règles plus compliquées où on n'utilise pas seulement les noms des balises, mais on va dire que les éléments mis en évidence à l'intérieur d'un paragraphe auront une certaine couleur de fond. Et ici, on voit que voluptat a été
muni d'une couleur de fond, qui est une espèce de turquoise. Et enfin, ici, on change encore la couleur, mais pas de tous les paragraphes, si on avait écrit P, mais des paragraphes qui suivent un paragraphe. Et donc là, le deuxième paragraphe qui suit le premier va passer en vert. Voilà, alors rassurez-vous, on va revenir sur toutes ces règles. Si vous voulez faire joujou avec cet exemple, vous pouvez l'ouvrir dans JSBean, toujours le même principe, hein, et vous êtes libre ici de changer ce que vous voulez. Donc ici, par exemple, je mets pink, les noms de couleurs étant en anglais, eh bien, on aura du rose. Voilà, donc vous pourrez y revenir par la suite. Ok, alors on continue. Hop, voilà. Donc, première constatation de ce qu'on vient de voir, il y a différents types de sélecteurs. On a vu les sélecteurs simples, les noms de balises, et puis des sélecteurs plus compliqués en les combinant avec un opérateur, donc espace, plus, etc. On va les appeler des sélecteurs composés. On va étudier tout ça par la suite. Ok. Alors, ensuite, on a différents types de propriétés. D'accord. On peut définir la couleur, mais on peut aussi définir la couleur de fond, le centrage, la famille de fonte, etc., etc. Et puis, une même valeur de propriété, on l'a vu, peut s'exprimer de différentes manières. On a vu que la couleur, il y avait le nom de la couleur en anglais, il y avait des encodages un peu bizarres avec un dièse devant, en fait ça sera de l'hexadécimal, et puis il y avait des choses avec RGB, qui sera l'encodage Red, Green, Blue, qu'on verra tout à l'heure. D'accord. Donc attention, en CSS il y a plein de propriétés, et il y a encore plus de valeurs. Ok. Donc le truc, c'est qu'on ne va pas étudier toutes ces propriétés et encore moins toutes les valeurs. Donc on va essayer de voir les principales, de comprendre les grands principes, et puis pour le reste, eh ben, vous irez les apprendre en regardant les docs en ligne pour lesquels je vais vous donner les liens. Donc ce qu'on va faire dans la suite de ce cours, hein, c'est on va essayer de comprendre le lien entre CSS et HTML. On va essayer de comprendre les sélecteurs, et pour ça, on utilisera une propriété que tout le monde va comprendre, qui sera color et background color, hein, donc couleur d'écriture et couleur de fond. Ensuite, on étudiera certaines des propriétés et des valeurs de base. Donc, on étudiera les propriétés de couleur, les propriétés de fonte, les propriétés de positionnement, les marges, etc. Puis on présentera un truc particulier qui est le modèle de boîte, puisqu'on a dit que notre document il y a une structure hiérarchique avec des choses qui sont imbriquées. Ben, derrière ça, il y a une structure de boîte. Et viendront ensuite deux cours un peu particuliers, un sur le positionnement en CSS, qu'on verra qu'on peut ensuite bouger nos blocs un peu où on veut, donc prendre une image puis finalement la mettre dans le coin supérieur gauche ou des choses comme ça. Et enfin, on parlera de responsive design, c'est-à-dire le fait que vos pages peuvent être lues sur différents types d'appareils et qu'il faut qu'elles s'adaptent à la taille de l'écran et aux caractéristiques de l'appareil. Voilà ce qu'on va voir maintenant. Donc, on va voir le lien entre HTML et CSS. Alors, on l'a dit, c'est deux langages distincts. Il y a HTML qui est le langage de description et CSS qui est le langage de présentation. Et il va bien falloir qu'on fasse à un moment le lien entre ces deux objets. Alors pour ça, on a trois méthodes. Et je vais les présenter dans l'ordre qu'on va privilégier. Donc on a d'abord des feuilles de style externes qui seront dans un fichier CSS à part. Il faudra faire le lien entre le fichier dans lequel il y a le HTML et le fichier CSS. On peut avoir des styles qui vont être internes au HTML, mais à un endroit particulier, donc généralement dans le header, et entre deux balises style. Et puis on peut avoir du CSS directement sur une balise, et dans ce cas-là on n'aura pas de sélecteur, on aura juste des propriétés associées à cette balise. Et donc on privilégiera la première méthode, mais on pourra mixer les trois méthodes, que je vais maintenant passer en revue. Alors, les feuilles de style externes. Donc l'idée, c'est d'écrire le code CSS dans un fichier à part, et on lui donnera généralement l'extension .css. D'accord. Donc on aura par exemple un fichier style.css, un fichier knam.css, etc. Il faut ensuite faire le lien entre notre fichier HTML et notre fichier CSS. Donc, pour ça, on va aller rajouter une ligne dans le HTML
qui sera la ligne suivante avec une balise link qui dit qu'on fait un lien entre des documents. On explicite la relation grâce à l'attribut rel. On dira ici, ce que je te demande de charger, c'est une feuille de style, et on lui dira où elle est grâce à un attribut href. Donc ça, c'est les deux éléments minimum, les deux attributs minimum qu'on doit donner à la balise link. Relation et URL. On peut en ajouter d'autres. Souvent, on avait un type avec texte CSS pour lui dire que c'était du CSS et que c'était du texte. Maintenant, il est implicite en HTML5. D'accord. Et puis, on peut ajouter plein d'autres attributs, hein, comme média, ou on en verra d'autres. Donc, l'autre point, c'est que pour une même page HTML, je peux avoir plusieurs feuilles de style. Je peux répartir mes règles dans plusieurs fichiers et avoir plusieurs feuilles de style. Et si je définis deux fois la même règle, on verra que ce sera toujours la dernière qui gagnera. Donc là, l'idée, c'est que voilà, je prends un document HTML et je charge plusieurs feuilles de style. Une feuille de présentation, une feuille de présentation screen et une feuille de présentation print. Et vous voyez que la première, je fais que mes deux attributs, donc elle sera générale à tous les fichiers HTML qui vont la charger. Par contre ici, je mets un média en plus qui est média screen ou média print, et c'est des pages qui vont être spécifiques à un certain type de présentation. Donc si je suis en train de présenter à l'écran, c'est cette page CSS qui sera utilisée. Si j'ai demandé l'impression, en général par CTRL-P, hein, ou par les menus, eh bien c'est cette page qui sera utilisée. Ça nous permettra, donc la page spécifique à l'impression, de supprimer un certain nombre de choses qui n'ont pas lieu d'être quand on imprime ou de gagner de la place. Ok. Donc l'autre point très important, c'est que ces pages externes, elles peuvent être utilisées par plein de fichiers HTML. On peut avoir le même fichier CSS chargé dans plein de pages HTML. C'est très important, notamment quand on fait un site, pour avoir une uniformité de présentation, une espèce de charte graphique. L'autre point, c'est que comme on a deux fichiers séparés, on a bien séparé le contenu, la description des choses, qui est dans le fichier HTML, et la forme. Et le dernier point, c'est que même si j'ai 1000 fichiers HTML qui chargent la même présentation, si je veux changer une couleur par exemple, je vais la changer que dans mon fichier de présentation. Donc à un endroit, et ça modifiera la présentation des 1000 pages. Donc c'est avantageux d'un point de vue maintenance et compréhension des choses. Donc c'est ça qu'on va privilégier. Maintenant, on va quand même voir les autres. Alors, le style interne, c'est un style qu'on va avoir immédiatement dans le fichier HTML. Donc là, on n'a plus de fichier, on a notre fichier HTML, et entre deux balises style, on va aller mettre nos règles CSS. Et généralement, les balises style sont dans le header entre les balises head. Alors, donc dans ce cas-là, on sépare quand même le contenu et la forme, puisque c'est dans un endroit particulier du fichier, hein, dans l'entête, et ça ne pollue pas le descriptif du document lui-même. Donc, de ce côté-là, c'est pas mal. Mais le style ne peut plus être partagé entre plusieurs pages. Si j'ai plusieurs pages qui veulent avoir les mêmes règles, je vais devoir les recopier. Donc on n'a plus d'uniformité. Donc c'est un peu embêtant. Pareil, si j'ai mis ça dans 1000 pages, si je veux faire une modif de couleur, je vais devoir la faire sur les 1000 pages. Donc a priori, on va essayer d'éviter ce genre de choses parce que ça a des inconvénients. Sauf quand on a des tout petits exemples, ou quand on n'a qu'une page. Dans ce cas-là, il n'y a aucune raison. On n'est pas obligé de s'embêter à faire un fichier CSS externe, on peut le mettre là. Typiquement, c'est ce que je ferai beaucoup dans les mini-exemples de ce cours. Et puis, quand on a un site avec une certaine uniformité, mais qu'il y a une ou deux pages qui sont différentes. Par exemple, vous faites un site où ça parle de couleurs, et puis vous avez une page spécifique pour les daltoniens. Voilà. Vous faites très attention aux couleurs, donc il n'y a pas la même présentation que le reste. Vous pouvez très bien faire une feuille de style externe qui sera chargée que par cette page HTML, mais vous pouvez aussi le mettre dans la page HTML directement. Enfin, on a du CSS inline. Donc là, il n'y a pas besoin des sélecteurs, hein, on va associer les propriétés directement sur une balise. Vous voyez, là, j'ai une balise div, et je lui associe un style. Là, je dis, le background, la couleur de fond de ce div, ça sera le jaune, et la couleur d'écriture, ça sera le rouge. Donc, on a un style, et puis un certain nombre de couples propriétés, mais il n'y a plus de sélecteur. Ok.
Donc là, ensuite, dans ce truc, j'ai sur la balise H2 un nouveau style, et puis je peux, sur le H2 qui est en dessous, avoir encore un autre style. Donc là, on est en train de ne plus du tout séparer le contenu de la forme. On voit que le style, il est immédiatement à l'intérieur de notre document HTML. Alors pour la petite histoire, hein, avant CSS, il y avait même des balises HTML de mise en forme qui ont été supprimées, qui permettaient de dire, ah bah tiens, ce truc-là, il y a une balise color, il y a des choses comme ça. Et là, on mélangeait vraiment contenu et forme. Donc on a supprimé ça, on a inventé CSS pour ça. Mais il y a des cas comme ici où on a envie de le remettre spécifiquement sur un nœud. Alors, quand on fait ça, hein, on ne peut plus partager les choses entre plusieurs pages, il n'y a pas d'uniformité, et la moindre modif, ça demande de parcourir tout le fichier HTML. Donc ça peut devenir vite coûteux. Donc on va essayer de l'éviter, sauf sur des petits bouts de code ou pour montrer des exemples, là encore, ou pour forcer un certain rendu graphique. C'est par exemple ce que fait Google Documents. Quand vous lui chargez un fichier doc dans Google Documents, bah, pour vous l'afficher dans votre navigateur, il va utiliser ce genre de choses, hein. En gros, il va traduire les positionnements que fait Word ou que vous avez dans un PDF en mettant des balises et en mettant des informations de position et de style grâce à la balise style. Voilà. Donc maintenant qu'on sait lier une page HTML et une page CSS, on va pouvoir regarder les sélecteurs. Donc les sélecteurs, c'est ce qui va nous permettre de définir à quel élément on va appliquer nos règles de style. Alors attention, parce qu'il y a aussi des propriétés comme les fontes, les couleurs, etc., qui sont héritées par des éléments descendants, c'est la fameuse cascade, hein, sans avoir besoin de les sélectionner. On a vu tout à l'heure dans le premier exemple, si je mets une couleur d'écriture sur le body, elle est héritée par tout ce qu'il y a dedans. Les H2, les paragraphes, etc., utilisent cette couleur d'écriture, sauf si je leur demande explicitement de le changer avec une nouvelle règle. Alors, on va distinguer, c'est un peu arbitraire, mais c'est ce qui est fait dans la doc du W3C, plusieurs catégories de sélecteurs. D'accord ? Les sélecteurs simples, ça va être des sélections des éléments par leur type de balise, donc généralement leur nom, hein, on en a déjà vu, body, H2, etc. Et puis, on peut aussi utiliser les ID et les classes. D'accord ? Ça, c'est relativement simple, en général, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Ensuite, on va avoir les sélecteurs combinés, qui vont nous permettre de sélectionner des éléments en fonction de leur position dans la structure de l'arbre. D'accord ? Donc dans la structure du document qui est représentée par un arbre plus exactement. Et pour ça, on va combiner nos sélecteurs au moyen de ce qu'on va appeler des combinateurs. Donc on pourra dire telle balise qui suit exactement telle autre, ou telle balise qui est à l'intérieur de telle autre, etc., etc. Ensuite, on verra les sélecteurs de pseudo-classes, donc qui permettent de sélectionner des éléments en fonction de l'état où ils se trouvent. Donc, par exemple, j'ai été visité ou je suis le premier fils d'un nœud, etc., d'un élément, etc. Enfin, on verra les sélecteurs de pseudo-éléments qui vont nous permettre de sélectionner certaines parties d'un élément, on verra sur des exemples. Et enfin, on verra les sélecteurs d'attributs qui nous permettront de sélectionner les choses en fonction d'attributs particuliers comme langue et des choses comme ça. Vous voyez qu'à chaque fois, ces choses-là sont cliquables et je vous renvoie à la doc en français. Alors, si elle n'est pas en français et que vous avez ici EN, ben vous remplacez EN par FR. Voilà, mais a priori, j'ai mis les liens en français. Ok, à chaque fois dans la doc, il y a des exemples. Alors, ouf. Donc, on va commencer par les sélecteurs simples. Donc ça pose pas trop de problèmes en général. Donc voilà, ici j'ai une page HTML hein, avec un titre, un sous-titre, un paragraphe, un autre sous-titre. Et je vais juste lui dire une règle où je dis tous les H2 sont écrits en rouge. Donc la propriété ici c'est color, la valeur c'est red. Les noms de couleurs que je vais utiliser seront toujours les noms de couleurs en anglais. Donc les couleurs de base, rouge, vert, bleu. Après il y a quelques couleurs un peu moins flashy, on va dire, comme aqua, dark blue, turquoise, etc., etc. Ok, donc ici, on constate que les H2 ont bien été mis en rouge. Pas de souci là-dessus.
Donc on continue avec les sélecteurs simples par les sélecteurs par classe. D'accord? Donc je vous rappelle, hein, tous les éléments peuvent avoir un attribut classe, et cet attribut classe sert à désigner un ensemble d'éléments qui partagent des caractéristiques, qui va être exprimé par le nom de la classe. Donc on a vu que toutes les balises, hein, tous les éléments peuvent prendre cet attribut, mais qu'il est indispensable sur les balises div ou span, puisque c'est des balises génériques qui n'ont pas de sémantique particulière. Elles servent juste à marquer un bloc à l'intérieur du document, hein, à isoler une partie, mais elles ne lui donnent pas de sens, et c'est le fait de rajouter une classe ou éventuellement un ID qui lui donne un sens. Donc les classes et les ID permettent d'ajouter une sémantique sur les éléments, et grâce au sélecteur, on va pouvoir mettre en valeur cette sémantique par une présentation particulière. Donc, un élément peut avoir plusieurs classes. D'accord ? On voit ici, ce paragraphe, il est dans la classe anglais et dans la classe résume. Ok ? Et puis, évidemment, comme classe, ça marque l'appartenance à un ensemble, ben, j'ai plusieurs éléments de types différents, ici un H2 et un P, qui sont tous les deux de classe anglais. Alors, côté CSS, eh bien, on va pouvoir parler de ces classes en mettant un point devant. Donc, point anglais, ça sélectionne tous les éléments qui sont de classe anglais. Ok ? Donc ici, on dit tous les éléments qui sont de classe anglais, tu vas les écrire en vert. Ok ? Et puis, donc, on a H2 et P qui sont bien écrits en vert. Ensuite, on a P qui est de classe résume, et donc on lui dit bah, tu vas mettre un fond rose, et on a bien un fond rose ici. Et puis ici, on dit la balise H2 qui est de classe anglais, donc là c'est plus tous les éléments de classe anglais, c'est les H2 de classe anglais. Si j'avais mis div.anglais, ça aurait été tous les divs de classe anglais. D'accord ? Donc là, on restreint un peu l'ensemble, aura un fond bleu. Et j'ai bien mon H2 ici qui a un fond bleu. Remarquez que l'autre H2 n'a pas eu de fond bleu, parce qu'il n'est pas de classe anglais, celui-là. Ok, donc l'idée, hein, c'est toujours, j'ai un nom de balise, voire un nom de classe d'ailleurs, voire un autre sélecteur, puis le nom de classe ici. Ok, voilà. Alors, la même chose sur les ID. Donc je vous rappelle que l'idée des ID, c'est qu'ils marquent un endroit dans le document comme ayant un identifiant unique. Donc ici, vous voyez, j'ai plein de blocs génériques que j'ai fait avec div, hein. On est en train de faire un jeu de cartes, et il y a plein de parties avec les différents jeux. Donc si je ne mets pas d'ID et pas de classe, il n'y a pas de sens derrière. Mais là, je mets un ID et je dis, ah, ça, c'est la belote. Ah, ça, c'est le poker. Évidemment, il ne faut pas mettre deux fois le même ID. Okay, et donc, côté CSS, je vais pouvoir mettre les choses en valeur. Alors, les classes, on mettait un point. Les ID, on va mettre un dièse devant. Donc là, je dis, bah voilà, tout ce qui est un objet d'ID poker, donc a priori, il n'y en a qu'un, c'est ce div ici, sera écrit dans une couleur d'écriture orange. À partir de là, tout ce qui est à l'intérieur hérite de cette couleur, puisque je n'ai pas redéfini. Donc le H2, le paragraphe, tout ça est aussi en orange. Okay, donc attention, hein, l'identifiant, c'est un unique élément. La classe, c'est un ensemble d'éléments qui partagent des propriétés. Ok, donc maintenant on peut attaquer les sélecteurs combinés. Alors, pour les sélecteurs combinés, on va devoir compliquer un peu les choses. Il faut vraiment avoir bien compris la structure d'un document. Donc la structure d'un document, elle est hiérarchique, on peut la voir comme des choses qui s'emboîtent, mais généralement en informatique, les trucs hiérarchiques, on les représente par des arbres. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est codé en interne votre document dans le navigateur. Et les arbres en informatique, ils ont souvent la racine en l'air. Okay, donc typiquement, quand on a un document, la balise head, c'est la racine de l'arbre. La balise HTML, c'est la racine de l'arbre. Et puis les head et les body, donc les blocs juste en dessous, c'est les enfants. On le voit ici, hein, j'ai HTML, head et body, c'est ces enfants, c'est-à-dire la première génération. Et puis tout ce qui est en dessous, c'est ce qu'on appelle les descendants. Donc ici, H1, H2, P, etc. sont des enfants de body, mais sont des descendants de HTML.
D'accord? Et puis, si je prends le H2 ici, c'est un frère du H1 qui est là. C'est aussi un frère de cela d'ailleurs, mais c'est un frère droit de celui-là, et c'est le frère immédiat. D'accord? Alors que le paragraphe qui est là, c'est un frère droit de H2, mais c'est pas son frère immédiat. Okay, voisin direct. Donc ça, c'est une terminologie qu'il va falloir s'habituer à manipuler, parce que les sélecteurs vont faire appel à des combinateurs qui vont nous permettre de parler du frère immédiat, de descendants et d'enfants. Okay, donc là, je vous avais remis un petit document. Il est fondamental de savoir passer de ça à ça et inversement. Je vous rappelle que pour passer de l'arbre au document, on fait un parcours vers la gauche d'abord et en profondeur d'abord. C'est-à-dire que je vais sur HTML, j'écris mon HTML, puis je passe sur le fils gauche, le head, puis je passe sur son fils gauche à lui, meta, j'écris meta, il n'y a plus rien, je remonte, je vais sur le fils suivant, title, j'écris title, il y a encore un fils, j'écris document, il n'y a plus rien, je remonte, il n'y a plus d'autres fils, je remonte encore, je vais sur body. Puis de body, je vais sur le premier fils gauche, etc. etc. Ok. Alors, donc on revient sur les sélecteurs combinés, et je vous avais montré l'arbre générique, parce que c'est ça qu'on a besoin quand on comprend la structure du document, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en CSS, on ne peut sélectionner que des éléments. On ne peut pas styliser un nœud texte. Donc on peut simplifier notre arbre en oubliant les nœuds texte. Alors ça change un peu les choses, parce que vous voyez que là, typiquement, mon paragraphe, mon H1, il a plus d'enfants, ok, mais mon paragraphe ici, il a plus que 2 fils. Alors que là, mon paragraphe, il avait 4 enfants. 1, 2, 3, 4. Il avait des 9 fils. Alors, ça peut paraître un peu étrange, mais en fait, en JavaScript, on peut manipuler la première version de l'arbre. C'est-à-dire que quand on a un élément qui s'appelle childNode, et le paragraphe ici aura bien 4 fils. On parlera du premier fils, du deuxième fils, du troisième fils et du quatrième fils. En CSS, on pourra manipuler que les éléments, et donc span sera le premier fils élément de P. On ne considère pas les textes. Voilà. Ok, alors, la forme générale d'un sélecteur combiné, c'est j'ai un premier sélecteur, un combinateur et un deuxième sélecteur. Ok, oui, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai pas mis la page. Bon, je la mettrai plus loin, ou je la mettrai dans la version des transparents en ligne, le lien vers la description des sélecteurs combinés sur le W3C. Ok, donc on a un premier sélecteur, un combinateur et un deuxième sélecteur. Et après, comme d'habitude, on va avoir nos propriétés. Tiens, il y a une faute de frappe. Ok, et sélecteur 1 et sélecteur 2, ils peuvent eux-mêmes être combinés. Donc maintenant, on va voir les différents combinateurs, c'est-à-dire ce qu'on peut mettre au milieu. Il y en a 4. Okay, il y a d'abord l'espace, barre d'espace, qui va nous permettre de parler des descendants. Ensuite, on aura le combinateur enfant qui nous permettra de parler de la première génération. Donc les descendants, c'est tous ceux qui sont en dessous. Les enfants, c'est ceux de la première génération. Et ensuite, on va s'attaquer aux frères avec deux choses. Le combinateur de frères adjacents qui permettra de parler du frère droit immédiat, et le combinateur général de frères qui nous permettra de parler des autres frères droits. Ok, alors, voyons le combinateur descendant. Donc, on a un espace entre deux sélecteurs. Sélecteur 1, espace, sélecteur 2. Et à quoi ça correspond? Ça va correspondre à tous les éléments qui sont compatibles avec sélecteur 2 et qui sont à l'intérieur de quelque chose qui est compatible avec sélecteur 1. Donc prenons un exemple. Ici, j'ai mis le CSS et le HTML au même endroit. Donc ici, j'ai juste un style où je dis les éléments de type EM à l'intérieur d'un élément de type paragraphe. Okay, et dans mon code HTML, ici, j'ai un paragraphe, un span qui est classe temps, et j'ai un élément EM qui est beau. Donc ça correspond bien, ça c'est un EM qui est à l'intérieur d'un paragraphe. Et donc il va être mis en rouge. Ici j'ai un EM encore, mais il n'est pas à l'intérieur d'un paragraphe, il est à l'intérieur d'un div. Donc il correspond bien
au sélecteur 2, mais il ne correspond pas au sélecteur 1, et la règle ne s'applique pas. Si on regarde dans l'arbre, hein, l'arbre correspondant à ça, c'est ma balise HTML head style, le body, il y a des choses qui ne sont pas représentées, il y a mon paragraphe et il y a mon div. Et dans mon paragraphe, il y a bien un EM, donc tout ce qui sera dans le EM sera en rouge. Ok? Alors, maintenant le combinateur enfant. On va prendre presque le même exemple, sauf que je mets deux paragraphes, il y a les EM dans les deux cas, mais il y en a un qui est à l'intérieur d'un span et l'autre non. Donc ici, si je regarde, j'ai mon paragraphe, j'ai mon span et le EM il est à l'intérieur. Donc au niveau descendant, c'est bien un descendant de P, avec la règle précédente, il serait en rouge. Mais ici, on a mis ce combinateur-là qui dit c'est un enfant. Mais non, c'est pas l'enfant de P, ça pourrait être son petit enfant si vous voulez, mais c'est pas son enfant, alors que ici, le deuxième EM, il est bien à l'intérieur d'un P, au premier niveau, donc c'est un enfant et il va être en rouge. Donc on continue avec les frères adjacents, donc ce coup-là, le combinateur c'est le plus, hein, donc on a le sélecteur 2 et le sélecteur 1 séparés par le combinateur plus, et ça va sélectionner les éléments qui vont correspondre au sélecteur 2, mais qui ont un parent qui correspond au sélecteur 1 et qui se situe juste à sa droite. Donc vous voyez, ici, par exemple, je prends les LI qui seront juste à droite d'un élément qui a le même parent, donc d'un frère, hein, qui est de classe troisième. Ok? Et donc, on les appelle parfois combinateurs frère droit immédiat. Okay? Donc ici, je définis un OL, donc dans mon arbre, ça donne OL qui a ses 5 fils. Le troisième fils est de classe troisième, et il a un frère immédiat ici, Eli. Donc, ce quatrième frère est bien de type Li et est bien immédiatement à droite d'un nœud de classe troisième. Donc, il va être colorié en rouge. C'est ce qu'on voit ici. 5, il est bien à droite, mais il n'est pas immédiatement à droite. Okay? Et les autres, ils sont à gauche. Et le troisième nœud ici, il n'est pas frère d'un nœud de classe troisième. Il serait sélectionné ce LI-là si j'avais fait troisième, enfin LI.troisième. Voilà. Ok, donc maintenant, on attaque le combinateur général de frères droit, qui va nous permettre d'avoir tout ce qui est à droite au niveau des frères. Donc c'est à peu près la même chose, hein, sauf que le séparateur ici, c'est un c'est un tilde, et on dit tous ceux qui sont à droite d'un élément de classe troisième et qui sont des LI bien sûr, donc ici il y en a deux, eh bien vont être sélectionnés. Ok? Voilà, donc ça c'était nos combinateurs. Alors je vous ai fait un petit résumé de ce qu'on peut sélectionner avec tout ça. Donc un type de balise, un type de classe, un ID, d'accord, une balise d'une certaine classe. Donc là c'est les paragraphes de classe important. Attention, si vous faites une faute de frappe et que vous mettez un espace, ça n'a plus du tout le même sens. Ça devient les objets importants à l'intérieur d'un paragraphe, comme on a là. Et donc on tombe dans les sélecteurs descendants. Donc un EM à l'intérieur d'un paragraphe, un objet de classe important à l'intérieur d'un paragraphe, un EM à l'intérieur d'un objet, d'un élément de classe résume, un EM qui est un enfant, donc première génération de classe résume, un paragraphe qui est un frère immédiat d'un H5, alors il n'y a pas de cote ici, c'est une faute de frappe, et un paragraphe qui est un frère droit, pas forcément immédiat, d'un H5. Voilà, ok, donc on a fini avec nos combinateurs. Donc on a vu les combinateurs, maintenant on va parler du sélecteur d'attributs général. Donc l'idée c'est de sélectionner les éléments du document grâce à la valeur de leurs attributs. Donc on va pouvoir mettre entre crochets comme ça un nom d'attribut et une valeur.
Ok, donc typiquement, on a un exemple ici, voilà, on va prendre les paragraphes qui ont la classe remarque. Donc ça revient exactement au même que d'écrire p.remarque. Mais on peut sélectionner d'autres choses comme le langage. Par exemple, ici, on va sélectionner tout ce qui est en français. Ok, et on a une balise un peu particulière, étoile. C'est pas une balise, c'est justement un symbole qui va nous permettre de sélectionner n'importe quelle balise. Donc ici, on dit tous les éléments qui sont de classe important, eh bien, tu vas les mettre en rouge. Donc c'est pareil que d'avoir écrit point important. Mais ici, je fais tous les éléments qui ont la propriété langage à français. Et là, c'est encore pire, c'est tous les éléments qui ont une propriété langage, quel qu'il soit. Okay, donc on peut omettre la valeur, dans ce cas-là, tous les éléments qui ont l'attribut vont être sélectionnés. Ok, alors ça fonctionne sur n'importe quel attribut, hein, donc ici vous pouvez vous amuser à mettre classe, ID, mais aussi source si c'est une image, href, langue, etc., etc. Et si on ne met pas de valeur, ça sélectionne tous les éléments qui ont cet attribut. Ok, donc petite remarque, avec ces attributs, ces sélections par attribut et le sélecteur universel, écrire ces deux choses-là, c'est équivalent. D'accord ? Mais si j'écris un paragraphe qui a deux classes, Titi et Toto, eh ben, je peux mettre des propriétés sur la classe Toto, sur la classe Titi. Je peux mettre des propriétés sur les éléments qui sont simplement qui sont de classe Titi et Toto, dans les deux sens. Hein. Voilà, donc là, ça touchera aussi ceux qui n'ont que Toto, là, ça touchera ceux qui n'ont que Titi, mais évidemment ceux qui ont les deux, et là, ça touche que ceux qui ont les deux. Et puis, ici aussi, on sélectionne ceux qui ont les deux. Okay, mais par contre, on ne peut pas faire classe égale Toto. Classe, quand on fait la sélection par attribut, c'est la valeur de tout l'attribut, donc c'est cette chaîne-là. Okay, donc, on attaque maintenant les pseudo-classes. Donc, c'est des sélecteurs additionnels qui vont nous permettre, pour la sélection, d'ajouter des informations sur l'état ou la position de l'élément dans le document. Donc l'état, ça sera par exemple de savoir si une encre a déjà été visitée ou pas. La position, ça sera de savoir si c'est le premier fils, le énième fils, des choses comme ça. Et puis on aura aussi des choses, est-ce que la souris passe dessus, des choses comme ça. D'accord ? Vous avez la liste complète en lien ici qui vous renvoie sur développer mozilla.org. Donc on voit là par exemple Over. Il y en a plein d'autres qui sont moins utilisés, hein, mais je vous laisse consulter la liste. Vous voyez, un exemple avec Over et avec le énième fils. Donc à chaque fois, il y a des exemples, mais je vais vous en donner quelques-uns. Donc, pour les liens, par exemple, on a cette propriété de point visited. Donc ça, c'est une pseudo-classe. Hein. Donc ici, comme tout à l'heure, j'ai mis le CSS et le HTML au même endroit. On a un document HTML dans lequel il y a une encre avec un ID test visited, un lien vers l'URL exemple ici. Et dans le style, on lui dit une encre de cet ID, si elle a la propriété de la pseudo-classe visited, alors elle sera en orange. Et ici, ça a bien été mis en orange, ça ne l'est peut-être pas chez vous, parce qu'en fait, moi j'ai déjà cliqué sur ce site, je l'ai déjà visité, donc maintenant elle est visited, il faudrait que j'efface mon historique pour qu'elle redevienne à sa présentation par défaut qui est bleue. Un autre truc intéressant, c'est la position de la souris. Donc ici, vous voyez, j'ai un petit paragraphe hein, avec à l'intérieur un span qui a l'ID testover. Et je lui dis dans le style, les objets d'ID testover, si ils correspondent à 2.over, alors on va les mettre en vert. Donc là, vous voyez, c'est en noir, mais si je passe là, quand la souris passe dessus, ça passe en vert, et quand j'en sors, voilà. Donc ça nous permet de mettre des propriétés quand la souris se déplace au-dessus de quelque chose. Enfin, une propriété de positionnement, ici j'ai un div avec deux paragraphes, et je lui dis le paragraphe qui est un first child, alors il est en rouge. Donc attention, c'est le paragraphe qui vérifie ça. Ici, c'est l'objet d'ID testover qui vérifie ça, etc. Donc là, c'est le paragraphe qui est un premier paragraphe, sera en rouge. Ok. Alors, donc, un petit peu plus sur la pseudo-classe NTH child, donc énième fils, hein, qui va nous permettre de sélectionner
un élément. Donc, un des usages très fréquents est dans des listes ou dans des tableaux d'alterner la couleur des lignes. On a déjà vu first child ici, un premier fils. Donc ici, j'ai un petit tableau avec une petite liste, pardon, avec 1, 2, 3, 4 éléments. Hein, et je lui dis, ah bah, le premier, il est en bleu. D'accord. Et ensuite, je vais sélectionner les éléments pairs et impairs et je vais les mettre respectivement en rouge et en blanc. Donc là, voilà, j'ai mes éléments. Attention, c'est la position qui compte, hein, en rouge et alternativement en blanc. Ça vous permet d'alterner les couleurs pour rendre les choses plus faciles. Donc, on a cette forme-là de sélection, hein, NTH child odd pour impair et NTH child even pour pair. Mais on a une forme plus générale où on va donner ici un multiple de n plus un début. D'accord. Donc là, on commence à sélectionner les choses avec A qui vaut 1 et une certaine valeur de B. Donc par exemple, si je fais nthchild de 3n plus 2, ça va sélectionner un élément sur 3, puisque j'ai mis 3n, et en commençant au numéro 2. Et comme d'habitude avec CSS, on ne compte que les éléments, donc on ne compte pas les nœuds textes. Donc voilà un exemple. Donc je reprends après une modification du transparent à la volée. Donc là c'est le bon exemple. Donc ici on a un div avec un ID NTHC et dedans on a des spans et on va lui dire les spans qui sont à l'intérieur du div ayant cet ID, si ils sont en position qui est un multiple de n, tu les sélectionnes et tu commences à partir de 2. Donc, il va bien prendre celui-là, puis après c'est tous les 3, hein, puisque c'était 3n. Donc 3n, on passe à 5, etc. Puis on ferait tous les 3 ensuite. Ok, alors, donc les pseudo-éléments, c'est un truc un petit peu particulier. Ils vont être utilisés pour donner du style à des choses qui n'apparaissent pas dans le code source. Donc qui ne sont pas dans votre code HTML. En tout cas, qui ne sont pas isolés en tant que tels. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on aura des sélecteurs, comme d'habitude, plus la précision du pseudo-élément avec 2 points, 2 points. Et ensuite, on a nos déclarations classiques. Donc je vous ai mis la liste des pseudo-éléments ici, hein, voilà, c'est toujours pareil sur développer. Et ce qu'on va voir le plus, ça sera after, before, et puis on voit qu'ici on a first line et first letter. Ok, donc on va commencer par first letter. Donc l'idée, c'est qu'on a des paragraphes et qu'on veut marquer la première lettre, la styliser. Donc on pourrait pour ça rajouter des spans autour, mais on peut faire autrement. Grâce à ces pseudo-éléments, on va pouvoir dire les paragraphes qui sont des first letters, donc des premières lettres, vont être en rouge. Les premières lettres d'un paragraphe. Donc ici, dans mes paragraphes, à chaque fois, la première lettre passera en rouge. On pourrait faire first letter, la première ligne passerait en rouge. First line, la première ligne passerait en rouge. Ok, ici on a un truc un peu différent. On a un exercice juste, hein, donc qui est dans un div. Vous voyez que j'ai même pas pris la peine de mettre un ID sur le div. Et je lui dis ici, les divs, eh bien, devant le div, tu vas rajouter un certain contenu. Vous voyez que ce contenu, du coup, il est dans le style, il n'est pas du tout dans mon HTML. Et donc là, en plus, j'utilise une chaîne, c'est l'encodage hein, en UTF-8 de ce petit symbole. Vous pourriez mettre du texte, ça revient exactement au même. On va voir un exemple plus compliqué avec ces before, mais avant, je fais un petit rappel sur les feuilles de style et les divs. Donc, je vous rappelle, hein, les balises génériques, il y en a deux, il y a div et span. Div qui est de type bloc, qui cherche à marquer quelque chose de relativement autonome et qui par défaut a juste un saut de ligne avant. Et span qui est de type inline, donc qui cherche à marquer typiquement un mot ou une partie d'une phrase, mais qui n'est pas autonome. Et ils n'ont pas de sémantique intrinsèque, donc pour leur rajouter une sémantique, on utilise des classes et des ID. D'accord ? Alors, si on veut mettre en évidence cette sémantique, on a déjà vu, hein, on peut utiliser
point le nom de la classe, ou dièse le nom de l'ID, mais on va voir comment faire un exemple un petit peu plus conséquent. Donc ici, j'ai un fichier HTML, voilà, dans lequel il y a des exercices. Donc vous voyez, un gros div avec un exercice, puis un autre div avec un exercice. Ces exercices, ils sont composés de blocs, donc d'une consigne et d'un énoncé. Et dans l'énoncé ici, j'ai une liste. Okay, donc je vais pouvoir styliser tout ça pour le mettre en évidence. Donc je vais lui dire, d'abord, la consigne, tu la mets en gras. Voilà, facile. Et puis ensuite, on va préciser les choses. Alors là, je vais lui dire, quand tu as un objet de classe exercice, tu augmentes un compteur. Alors là, c'est du CSS un peu avancé. On a en CSS aussi une notion de compteur. Donc cet exemple-là, il est compliqué. Donc on a un compteur qui va augmenter à chaque fois qu'on va trouver un objet de classe exercice. Et puis, dans les objets de classe exercice, j'utilise before pour mettre quelque chose avant. Et qu'est-ce que je vais mettre avant? Toujours avec content, je vais mettre le numéro de l'exercice. Pour y accéder, je fais counter et le nom que j'ai donné à mon compteur. Ensuite, je mets encore une fois un caractère en UTF-8, donc c'est mon étoile, et le mot-clé exercice qui, vous voyez, n'apparaissait pas là. Et voilà le résultat. Et je dis accessoirement que la fonte pour afficher tout ça, c'est 200, donc que le 200%, donc que les exercices vont être plus gros. Donc ça me rajoute le numéro, ça me rajoute l'étoile, et ça me rajoute le mot exercice en gros, avant mon exercice. Tout ça n'apparaissait pas dans mon HTML. Voilà un exemple avancé de ce qu'on peut faire avec CSS et les différents sélecteurs. Donc maintenant, on va passer aux propriétés. Et à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les couleurs. Donc on a déjà vu dans nos petits exemples qu'il y a plusieurs façons de désigner les couleurs. D'abord, il y a des noms, en anglais. Donc il y en a 16 au minimum, mais il y en a souvent beaucoup plus dans les navigateurs. Donc je vous ai mis ici la liste des 16 qui y sont toujours, mais il y en a au moins 256, voire plus. Ensuite, on a le codage RGB. Donc je vous renvoie, si ça vous intéresse, à la page Wikipédia qui explique un petit peu l'idée derrière l'encodage des couleurs en RGB. Nous, on va juste voir comment on l'utilise. Donc, quand on va utiliser du codage RGB, on va donner des composantes de rouge, de vert et de bleu. Et on va donner ces composantes en donnant une certaine quantité qui est codée par un octet, donc qui est entre 0 et 255. Donc on peut donner cette quantité par un nombre. Donc, vous voyez, ici j'ai donné 10, 200 et 10, mais on peut aussi donner par des pourcentages, c'est-à-dire que je peux mettre 10%, 15%, 20%. Et puis, plutôt que d'utiliser RGB SA, il y a un autre codage qui était énormément utilisé en informatique, qui est le codage hexadécimal. Donc, en fait, on va prendre ces nombres-là, mais on va les mettre dans un codage qui est le codage hexadécimal. Alors, d'habitude, nous, on compte en décimal. Donc, on a 10 chiffres avec le 0, et on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, et puis ensuite, on est obligé de combiner nos éléments à partir de 10, on reprend le chiffre 1 et le 0. Quand on arrive à 100, il nous faut 3 chiffres. On peut imaginer d'autres codages, par exemple il y a le binaire, où on compte avec des 0 et des 1, c'est donc des puissances de 2, ou l'hexadécimal, où en fait on a 16 symboles, donc après le 9, on a le A, le B, le C. Donc la correspondance, je vous l'ai mis là, A ça correspond à 10, B ça correspond à 11, jusqu'à F qui correspond à 15, et puis, quand on arrive après F, on reprend nos premiers symboles. Donc, le 10 en hexadécimal correspond au 16 en décimal. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est un codage qui existe. Et donc, quand on l'utilise pour coder les couleurs, on traduit les composantes RGB qu'on a mis là en hexa et on met le signe dièse devant. Donc voilà 3 façons de coder la même couleur, vous voyez, RGB 100% de rouge, 80% de vert et 60% de bleu, ou 255, 204, 153. Donc on peut ramener ça au pourcentage. Ou ensuite, on peut transformer ces valeurs-là en hexadécimal. Donc FF c'est 255, CC c'est 204 et 99 c'est 153. Ok?
et donc ça nous donne cette couleur-là. Donc ça, c'est la façon classique d'utiliser les couleurs en web, hein, c'est la plus utilisée. Maintenant, ils ont aussi mis une autre façon que le RGB, qui est le HSL, donc teinte, saturation, lumière. Donc je vous renvoie aussi à la page Wikipédia si vous voulez en comprendre plus sur ces codages des couleurs, qui sont indépendants du web, hein, c'est quand on utilise de la couleur sur machine. D'accord? Et sur le RGB comme sur le HSL, on peut ajouter un quatrième paragraphe qui est ce qu'on appelle un canal alpha pour l'opacité. D'accord? Donc c'est le degré de transparence en fait. Donc vous voyez ici, j'ai mis un div qui est en rouge. Voilà, il n'y a que du rouge. Hein. Et puis dedans, je mets des H2. Donc un qui est en vert pur, et l'autre qui est aussi en vert, mais avec un degré de transparence de 60. Ce qui fait qu'il laisse passer un peu du rouge qui est en dessous, et du coup, ça nous donne cette couleur un peu marron. Voilà. Donc ça sera surtout intéressant quand on aura vu le positionnement, on pourra mettre des choses plus ou moins transparentes au-dessus des autres. Pour l'instant, c'est juste pour comprendre ce qui se passe. Ok, alors, donc la propriété couleur, elle concerne principalement, pas que, hein, la couleur d'écriture et la couleur de fond. Alors la couleur d'écriture, ça s'étendra aux bordures, etc., etc. Donc ici, vous voyez, j'ai un texte qui est écrit en rouge sur un fond jaune. D'accord? On pourra aussi donc mettre les couleurs des bordures. Ok, sur les couleurs, j'en dirai pas plus, je pense que c'est assez facile à comprendre. Donc maintenant, on va voir un autre point clé, c'est les polices de caractères. Donc les polices de caractères, hein, si vous avez fait du Word, vous avez déjà choisi les Times, les Arial, etc., etc. C'est la famille de caractères avec laquelle vous allez écrire. Donc l'idée, c'est que généralement, elles ont un même auteur, mais surtout, elles sont compatibles entre elles au niveau des choses, les fonds d'une même famille. Et donc, des exemples, hein, Guaramons, Times, Arial, etc. Et dans une même famille, on va voir plusieurs styles qui peuvent être disponibles. On a le style normal, mais on va pouvoir mettre les choses en italique, en oblique, etc. Et aussi plusieurs graisses, c'est-à-dire épaisseur de traits, hein, donc normal, fin, gras, et puis éventuellement encore plus gras, etc. Ok, donc on va voir comment caractériser tout ça. Alors, attention, les polices, ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord, les polices ne sont pas forcément libres. C'est pour ça que vous avez des polices qui existent sous Windows et pas sous Linux. C'est des polices Microsoft. Les gens de Linux ne veulent pas payer des droits sur ces polices, donc ils ne les mettent pas. D'accord? Donc les polices, elles peuvent être payantes. Et puis, le navigateur client, c'est-à-dire que les gens ils vont surfer sur votre site, donc ils vont se connecter à votre site, ça va télécharger le HTML, ça va télécharger le CSS, etc. Et dans leur navigateur, ça va visualiser les choses. Mais rien ne dit que sur leur machine, il y a les mêmes fontes que sur la vôtre. Donc, les fontes que vous allez demander, elles sont peut-être pas sur leur machine. Donc dans ce cas-là, il faut avoir recours à des fontes de substitution. Et donc on va dire que c'est bien vu de proposer plusieurs fontes d'une même famille avec des fontes à la fin dont on est sûr qu'elles marchent partout. Ça sera peut-être un peu moins joli, mais il faut que ça soit visible avec ces choses-là. Donc vous pouvez avoir une fonte avec des super ornements, mais vous proposez aussi une fonte plus classique, et vous vérifiez que ça marche avec, que c'est lisible. Alors, comment on choisit les fontes? Grâce à une propriété qui est font family. Donc à chaque fois, là, je vous renvoie hein, à MDN, donc n'hésitez pas. Hein, voilà. Et puis, si je vous y ai pas renvoyé, vous prenez le mot-clé, vous faites MDN, donc on peut le faire une dernière fois, voilà. MDN, fonte family, hop, vous voyez, voilà. Et c'est quasiment toujours le premier lien. Voilà, alors le premier lien, voilà, il est déjà en français chez moi. Le seul truc, c'est qu'il peut être en anglais, donc si ici vous avez EN, et ben vous remplacez. Ok, donc, font family, ça nous permet de décrire une liste de fontes. Donc ici, je dis, les paragraphes, toujours le même sélecteur, hein, ils vont être écrits dans une famille de fontes qui est Helvetica. Et puis si tu trouves pas Helvetica, tu cherches Verdana. Et si tu trouves pas, tu prends une famille sans sérif. Alors, le sérif, c'est quoi hein? C'est les petits empattements, en français ça se traduit par empattement, qu'il y a en bas des lettres. Vous voyez, là j'ai du sérif et là j'ai du sans sérif. Donc si on grossit beaucoup, voilà,
on voit bien les petits empattements en bas du F ici, qu'il n'y a pas en bas de celui-là. Pareil sur le S, là il y a des petits empattements. Ok, je redescends. Voilà, donc une première liste, une deuxième liste ici, où on a un paragraphe, une famille de fontes, et ici j'ai dû mettre des guillemets parce qu'il y a des espaces à l'intérieur. Voilà. Alors, maintenant, on a trois familles de base, le sérif, le sans sérif et le monospèce. Et théoriquement, la dernière famille que vous choisissez ici, c'est une de ces trois familles de base. Donc, un autre point important sur les fontes, c'est qu'on peut éventuellement les télécharger. Ça permet d'avoir des polices personnalisées qu'on va télécharger. Attention, vous pouvez aussi fournir des polices qui ne sont pas de vous, mais il faut être sûr que vous avez le droit de les fournir, qu'elles sont libres de droit. Ok, donc pour ça, on va avoir le @fontface, donc je vous renvoie à la doc euh, en ligne, toujours sur de, développermozilla.org, hein. Vous aurez plein d'exemples. Je vais vous en donner quelques-uns. On va essayer de voir les petites finalités, les petites difficultés. Donc, quelle est l'idée? Eh bien, on a un fontface, on commence par donner un nom et associer une URL ou télécharger la police. Alors, vous voyez qu'elles sont téléchargées ici au format WOFF ou TTF, qui correspondent à différents formats supportés. Donc TTF, c'est les fonts TrueType, c'est les fonts historiques, donc toujours pareil, hein, je vous donne des liens vers le Wikipédia si vous voulez en savoir un peu plus. Les WOFF, c'est le Web Open Font Format, donc il y a deux versions. Et on peut aussi avoir des fontes en SVG. Celle qu'on utilisera nous, ça sera toujours du WOF ou du TrueType, parce que toutes les fontes n'existent pas en WOF. Maintenant, il y a des convertisseurs. Voilà, je vous ai mis un convertisseur ici qui permet de passer de TrueType vers WOF. Voilà, donc c'est essentiellement des questions d'encodage. Donc, on doit d'abord définir un nom de police. Donc ici, je définis un nom de police, je lui associe un fichier. Vous voyez que j'ai fait presque deux fois la même chose, j'ai associé le même fichier avec deux noms différents. Et ici, j'ai associé le même nom que précédemment, mais avec un fichier qui correspond à la fonte en question, donc la Shari Seal, mais en italique. Okay. Et puis ici, j'ai créé deux fontes pour l'écriture manuscrite, hein, et donc je charge des choses en TrueType. Voyons ce qui se passe. Donc là, j'ai un paragraphe avec la fonte que j'ai chargée ici, et normale. Donc voilà, c'est celui-là, pardon. D'abord, j'ai un paragraphe de base avec la fonte de base de ma machine. Voilà. Et ici, je lui ai dit de charger cette fonte. C'est un petit peu différent. Ensuite, je fais la même chose. Donc, je charge cette fonte, mais avec le font style italique. Donc là, il a le même nom, mais comme je lui ai dit ici que quand c'était de l'italique, il fallait changer celle-là, il va changer celle-là, et il va me faire mon paragraphe en italique. Ok. Maintenant, je prends la fonte régulière là-haut, pour laquelle j'ai pas donné d'italique, et je lui demande aussi de la mettre en italique. Il va y arriver quand même, mais ça va être généralement moins dans le type de la fonte. Donc là, voilà, on voit le faux italique. Après, vous pouvez trouver ça plus beau, parce que là, personnellement, je trouve pas ça super beau quand ça se touche, mais voilà, ça, c'est plus dans le style de la fonte, c'est ce qui est prévu. Ça, c'est l'italique qu'il simule, donc en inclinant un petit peu les lettres, de la famille de fonte qu'il avait au départ. Alors que dans le cas d'avant, on utilise une famille qui est déjà prévue pour l'italique. Ok. Et puis ensuite, on fait des choses où on va charger nos courbes manuscrites. Et puis encore une fois, du faux italique. Donc là, c'est ma fonte manuscrite. Là, c'est en faux italique, puisque j'ai pas la courbe en italique. Vous voyez que ça fait un rendu sympathique quand même, hein. Et puis la learning curve, voilà, qui est comme ça, qui est déjà penché par défaut. Et là, je fais du faux bold, c'est-à-dire que je la mets je lui dis de la mettre en gras, et donc il la met en un peu plus gras. Voilà. Ok. Alors, donc, si vous voulez en savoir plus sur le problème des faux italiques, des faux bold, etc., en fait, c'est juste que pour mettre en gras, il va grossir le trait. Mais il va grossir le trait de la fonte normale que vous lui avez donnée si vous lui avez pas donné une fonte spéciale gras.
Ok, donc c'est souvent plus propre si on a toutes les fontes pour le gras, l'italique, etc. Mais il s'en sort quand même sans. Ok, alors, les caractéristiques des polices et des textes. Donc, d'abord, le style, hein, donc italique, oblique, normal. La graisse, donc font white, on peut mettre bold, donc gras, plus léger et normal. Donc il y a toujours normal, alors on peut se dire pourquoi il y a normal, on va pas le positionner. C'est parce que ensuite, quand on fait du JavaScript et qu'on a un comportement, on peut éventuellement modifier ces valeurs-là. Et donc quand on les a modifiées dans un certain contexte, on peut vouloir revenir à la forme normale. Et donc dans ce cas-là, il faut pouvoir la spécifier. Typiquement, je peux mettre un truc en gras quand vous avez fait une erreur, et puis le remettre dans la fonte normale quand l'erreur est corrigée ou des choses comme ça. Ok? Donc ça, on ne fera pas dans ce cours puisqu'on ne fera pas de JavaScript. Donc ensuite, on peut donner la taille de la fonte. Alors là, on va tomber dans une des difficultés du débutant, qui voulait en fait simplifier le langage, mais ça complique plutôt les choses, c'est qu'il y a plein de façons de donner cette taille. Il y a plein de valeurs. Donc il y a le point, il y a les unités classiques, millimètres, centimètres, il y a les pixels, et tout ça quand on donne une valeur absolue. Okay, donc la valeur absolue de référence, c'est plutôt le pixel, parce que 1 centimètre en fait sur écran, ça veut rien dire, parce que sur votre, même si vous avez mis 10 centimètres, vous verrez le truc sur votre téléphone, hein, il y aura des zooms, donc ça ne veut pas dire grand-chose, donc le plus simple, c'est le pixel. On a des tailles prédéfinies, donc XX, small, X small, small, enfin voilà, toutes celles qui sont là, hein, du plus petit au plus grand. Et on a des tailles qui vont être relatives aux parents. Donc ça, on peut le faire avec des mots-clés, on va dire. Plus grand que le parent, pardon, plus petit que le parent, plus grand, voilà. Ou on peut le faire en donnant un pourcentage par rapport à la taille du parent. Et puis, ça c'est un truc qu'on va hériter de l'imprimerie, de l'époque où il y avait des fontes en plomb, on peut donner ces valeurs relatives par rapport à la taille d'une lettre. Donc typiquement, la largeur du M, parce que le M avec ses deux jambes, c'était celui qui était le plus large, ou la hauteur d'un X, parce qu'il allait de haut vers le bas. Donc ça, c'est des unités de référence. Donc si vous mettez 2 EM, ça veut dire que vos lettres vont être 2 fois plus larges que la largeur du M normal. Ok, donc les unités à utiliser principalement, hein, même si c'est pas les plus intuitives, c'est si vous voulez faire de l'absolu, plutôt le pixel, et puis en fait on essaiera plutôt de faire du relatif, histoire de pouvoir zoomer tranquillement. Mais c'est pas toujours possible. Ok, ensuite on a les décorations, donc on peut souligner, surligner, barrer, donc ça c'est pareil. Barrer du texte, c'est pas très utile si on a des pages statiques, mais dès qu'on va commencer à les animer, soit côté client avec du JavaScript, soit côté serveur, on peut vous montrer les différentes versions d'un document ou des choses comme ça. Ok? Alors, ensuite on peut aligner les choses, donc à gauche, à droite, centré ou justifié par rapport à ce qu'il y a au-dessus. Et puis on peut, ça c'est pour des paragraphes, indenter les choses. Et donc, c'est ce que j'essayais de vous dire, il y a plein d'unités possibles. Donc ça c'était parce que quand ils ont créé le web, euh, ils voulaient que les gens des différents horizons, donc les gens qui faisaient plutôt du graphisme, les programmeurs, et puis l'utilisateur lambda, on va dire, puissent le faire. Donc on leur a donné les unités auxquelles ils étaient habitués. Pareil pour les couleurs, hein. L'hexadécimal, c'était destiné à un certain public, pas à votre grand-mère. Ok, donc on a fini avec les fontes. Maintenant, dernier truc important dans cette introduction, les boîtes. Donc en fait, à chaque fois que vous avez une balise avec un contenu qui correspond à un nœud dans votre arbre, ça nous fait une boîte. Et cette boîte, on peut lui mettre un bord, et elle a un certain nombre de propriétés. Elle a un padding, qui est la différence entre son contenu et le bord, la distance qu'il y a là. Le bord, il peut lui-même avoir une certaine épaisseur, et ensuite, on a la marge, qui est ce qui le sépare des autres éléments. Ok? Alors, on va détailler ça. Donc, les propriétés des boîtes, la première chose, c'est leur dimension. Donc, vous vous rappelez, il y a deux types de balises. Il y a les balises de type bloc
et les balises de type inline. Les balises de type bloc, par défaut, leur largeur, c'est toute la page. Et les balises de type inline, par défaut, leur largeur, c'est exactement ce qu'elles contiennent. Par contre, en hauteur, c'est juste le texte. Bon, là, il y a une marge ou du padding au-dessus, mais c'est le texte. OK? Et donc là, on voit, quand je prends un élément de type bloc, donc H1, H6, P, div, enfin tous ceux qui sont de type bloc, si je fais rien et que je mets un fond, il prendra toute la largeur. Par contre, des éléments de type span, eh ben, ils vont occuper que ce qu'il y a là. OK? Alors, donc ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment on peut modifier ces dimensions par défaut des boîtes. Alors, qui parle de dimension parle d'unité, là encore, comme pour les polices. Et donc, là encore, on va voir pléthore d'unités, des centimètres, des millimètres, des points, des px, des EM, des EX et des pourcentages. D'accord ? Donc, à chaque fois qu'on parlera de pourcentage ou de données relatives, ça sera par rapport à la boîte englobante, ou pour les EM, par rapport à la police courante. Les pixels, centimètres, etc., c'est des unités absolues. Donc, juste si vous traduisez un document qui a été fait avec Photoshop, etc., il y a les choses en unité absolue, donc vous pouvez quasiment le transcrire. Le problème, c'est qu'après, quand vous rétrécissez la taille, ça ne marche plus forcément. Donc l'idée, ça va être de passer de l'absolu à des choses en relatif. Ok, mais pour l'instant, voyons les propriétés de dimension des boîtes. Donc, elles ont une hauteur et une largeur, hauteur height et largeur width. Et puis, on peut être plus précis en donnant des minimums et des maximums. On a dit les pourcentages dans les différentes unités. Ok. Alors, attention, c'est les unités internes, c'est-à-dire que ça ne tient pas compte du padding, de la bordure et de la marge. Ok, alors voyons un exemple ici. Donc j'ai juste un div, et si je faisais rien, que je mettais juste une couleur de fond, donc si je ne change pas la hauteur et la largeur ici, que je mets juste une couleur red, ça ira jusqu'au bout. Mais ici, j'ai réduit la largeur à 50%. Ça prend 50% de ma page. Et ma hauteur, j'ai dit 2 cm. C'était juste pour avoir une idée. Vous voyez que ça fait... vous pouvez mesurer sur votre écran, ça m'étonnerait que ça fasse 2 cm. Donc les unités en centimètres, c'est rarement une bonne idée. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut affiner? On peut affiner la marge et le padding. Donc la marge, c'est l'espace entre la bordure et les autres éléments. Et le padding, c'est entre le texte et la bordure. On l'a vu ici. Donc ça aussi, on va pouvoir le préciser en donnant un padding et en donnant une marge. Et puis, dans tous les cas, ça peut être n'importe où autour. Donc on aura le dessus, le dessous, la gauche et la droite. Alors, un petit exemple avec des choses imbriquées pour voir que c'est relatif. Ici, je prends un div et je lui mets une largeur de 20 EM. Je lui mets un fond rouge et un padding de 1 pixel. Et à l'intérieur, je vais définir un autre div, c'est ça qui est intéressant, avec une largeur de 50%. Et ce 50%, il est par rapport à sa boîte englobante, donc par rapport au rouge. Et là, je dis, la couleur de fond, ça sera le jaune. Et je mets une marge. Donc vous pouvez faire joujou avec ça, je vous l'ai préparé dans JSBean. Donc pour aller modifier tout ça, le CSS il est là, donc vous pouvez le modifier, sinon vous pouvez aussi le rendre externe en passant le style là. Ok, et puis alors là-dessus, il y a souvent des surprises avec des fusions de marge, des choses comme ça. Donc là, par exemple, si on ne met pas le padding sur le pair, les marges vont fusionner. Donc si vous ne mettez pas ça, et vous aurez ça. Alors c'est souvent assez pénible à débugger ce genre de choses, ça demande souvent pas mal d'essais-erreurs. Ok, alors les boîtes, on a dit, elles peuvent avoir des bordures. Alors les bordures, il y en a plein. Par défaut, c'est une bordure qu'on appelle solide, mais vous voyez, vous allez dire l'épaisseur de la bordure, pareil dans l'unité que vous voulez, le type de bordure et éventuellement sa couleur. Donc ici, je vous ai mis toutes celles qui est possible. Bon, ne pas avoir de bordure, avoir une bordure avec des petits points, des petits traits solides, un trait double,
Gros override, on voit pas vraiment la différence ici, mais il y a une différence. Inset, outset, etc. D'accord? Et puis, il y a un truc qu'on aimait bien faire avant, mais qu'on faisait avec des images, qui est arrivé avec CSS3, heureusement, qui est de faire des bordures arrondies. Donc là, il faut donner un rayon. D'accord? Donc voilà, on donne un rayon ici, un px, et ça donne ce qu'il y a au-dessus. Enfin, on peut mettre comme bord des images. Donc on a un image border. D'accord? Donc là, pareil, il faut charger l'URL. Bon, il y a des choses de taille. Et puis, on aura l'image qui se met autour. Et évidemment, tous ces bords, on peut en mettre un que au sommet, que en bas, que à gauche ou que à droite. Ok. Alors, les bords, on peut en mettre sur les tableaux. On l'a déjà vu en HTML, puisqu'on a déjà fait des tableaux et qu'on avait mis les bords, même si on ne connaissait pas encore CSS, pour que ça soit plus lisible. Donc, je peux les mettre que sur les cases. Si je les mets sur les TD et les TH, ça donne ça. Ou je peux les mettre sur la table en plus, donc j'aurai mon bord autour. Et quand ils sont sur la table, on peut fusionner tout ça grâce à la propriété border collapse qui est ici. D'accord? Donc là, j'ai juste dit, mes TD, mes TH, ils ont un bord qui est solide, qui fait un px et qui est black. Okay? Et là, je dis, le border de table, tu le collapses. Ok. Alors, il nous reste un dernier chose à voir. On a vu les tableaux. Maintenant, il y a les listes qui ont des choses particulières. Donc les listes, je vous rappelle, il y a deux types de listes. Les listes ordonnées, UL, OL, et les listes non ordonnées, UL. Et une liste, ça contient que des items, donc que des LI. D'accord? List item, unordered list et ordered list. Okay? Et maintenant, on va pouvoir changer les petites puces ou les numéros qui vont se mettre devant ces items. Donc pour les numéros, on peut avoir des décimales, bon, okay. On peut avoir des lettres romaines, on peut avoir des lettres romaines majuscules, on peut avoir des lettres latines minuscules, majuscules, etc., etc. Et sur les listes non ordonnées, on peut avoir des disques ronds, des puces rondes, des puces carrées, ou pas de puce du tout, et pas de numérotation du tout quand on met none. Okay. Alors, un truc un peu étrange, c'est que rien ne vous empêche de mettre des numérotations décimales sur des listes non ordonnées. Et dans ce cas-là, ça devient ordonné. C'est plutôt une mauvaise idée, dans ce cas-là, il fallait mieux mettre un OL, mais c'est possible. Okay. Et inversement, sur des listes ordonnées, on peut mettre des disques ou des choses comme ça. Dernier truc, si vous voulez mettre des puces à vous, et ben vous pouvez le faire avec une image. Donc on a un list style image qui vous permet de télécharger un fichier format que vous voulez. Là j'ai pris au format SVG. Mais on peut prendre un PNG, on peut prendre ce qu'on veut. Ok, alors on a un souci avec nos règles CSS, c'est que de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des conflits. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs règles qui s'appliquent. Ok. Alors, donc typiquement, ici, j'ai deux règles. Un truc qui dit que H1, il faut l'écrire en bleu et dans une fonte large. Et puis un truc qui dit, si c'est classe titre, tu mets la couleur rouge. Et là, je mets un H1 de classe titre. Donc les deux règles s'appliquent. C'est les deux classes titres et c'est un H1. Donc il y a deux couleurs possibles. Alors, la question c'est comment on va choisir. Alors, d'abord, il y a un conflit que sur la couleur. Il n'y a pas de conflit sur la taille. Donc la taille, pas de conflit, c'est large qui s'applique. Maintenant, sur la couleur, eh bien, on va prendre le plus spécifique. Donc le plus spécifique, ça sera la classe. Parce que la classe, ça dit que ça appartient à un ensemble d'objets qui ont certaines propriétés. Donc on va considérer que c'est plus spécifique. Et donc, c'est la classe qui va gagner, et ça sera rouge. D'accord? Maintenant, il y a des cas où il n'y a aucun plus spécifique. Si je remettais H1 ici, bah, les deux seraient des H1. Et dans ce cas-là, c'est la dernière qui s'applique. Donc on va maintenant essayer de préciser un peu cette notion de plus spécifique. Donc, quand les CSS sont de même origine, donc la propriété va se faire selon la spécificité des règles. Donc on vient de voir un exemple. Donc pour une même spécificité, c'est-à-dire si elles sont aussi spécifiques l'une que l'autre, typiquement les deux H1, mais on va voir qu'il y a d'autres choses comme ça, eh bien on prendra la dernière règle spécifiée.
Alors comment on calcule cette spécificité? J'ai dit, ouais, là c'est la classe qui gagne, mais comment on le sait? Bon, on sait intuitivement que si on a mis un ID, comme ça identifie un truc unique, c'est plus spécifique. Que si on met une classe, c'est plus spécifique que le nom de la balise. Mais concrètement, quand on a des sélecteurs très compliqués, avec plein de choses composées, comment on fait? Eh bien, on va construire un triplet d'entiers. D'accord? Donc, premier élément du triplet, ça sera le nombre d'ID. Donc, on compte les ID dans le sélecteur. Puis, on compte le nombre d'attributs et de classes dans le sélecteur. D'accord? Et enfin, on compte le nom de balises et les pseudo-éléments. D'accord? Donc, ça nous donne un triplet ABC, et ensuite on compare. On fait ça pour nos deux règles, et ensuite on compare les triplets. Donc si les deux, c'est l'ordre lexicographique, c'est-à-dire qu'on commence par comparer le premier élément, A1, A2. Si A1 est plus grand que A2, c'est plus spécifique, c'est la règle correspondant au premier triplet qui s'applique. S'ils sont égaux, on compare les deuxièmes. Ah bah, si B1 est plus grand que B2, c'est la première qui s'applique. Si B2 est plus grand que B1, c'est la deuxième. Si les deuxièmes sont égaux, on compare les troisièmes. D'accord? Donc, si C1 est plus grand que C2, c'est la première qui s'applique, sinon c'est la deuxième. Okay, et puis, sinon, c'est qu'ils sont tous égaux, et donc on a dit, c'est la dernière écrite qui va s'appliquer. Donc, un exemple, ici, si j'ai PEM, j'ai 0 identifiant, 0 classe, mais j'ai 2 balises. Ici, si j'ai point important P, c'est-à-dire les paragraphes à l'intérieur d'un objet de classe important, j'ai une classe et une balise, 0 ID, donc ça fait 1, 1. Ok. Donc voilà, on a fini cette première partie de CSS, et dans la prochaine partie, on va attaquer les positionnements.